Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce jeudi de l'EBAF. Le jeudi de l'EBAF, vous savez que c'est une série de conférences qui a lieu tous les 15 jours, toutes les 2 semaines, avec un sujet académique. Un sujet académique qui est biblique ou archéologique. Nous avons commencé l'année avec 3 sujets qui faisaient penser à une série noire avec qui est le pire roi d'Israël, Caïn et Abel, etc. Et là, nous poursuivons maintenant, nous allons passer à l'archéologie. L'archéologie, pas sous n'importe quel angle, mais sous l'angle de la transmission. Nous avons ce soir René Elter, qui est donc chercheur associé à l'EBAF et qui, depuis de longues années maintenant, on peut le dire, de longues années, et fidèle au poste, a accompagné tout ce processus de recherche archéologique sur le terrain. Je voudrais remercier Monsieur le Consul général de France qui nous fait l'honneur de sa présence, les représentants de l'Agence française pour le développement, de Première Urgence internationale, le British Council aussi, qui sont des partenaires de longue date de ce projet. Ce projet que maintenant René va avoir 45 minutes, parfois de longues minutes, pour nous présenter, en espérant avoir un peu de temps pour les questions qui ne manqueront pas de surgir. Tu as la parole. Alors, mesdames, messieurs, monsieur le consul général, je suis très honoré de présenter devant vous aujourd'hui un futur collaborateur. Je suis très honoré de présenter devant vous, en fait, cette année de travail dans un cadre particulier, c'est celui de Gaza. Et ma présentation, en fait, va tourner autour de ce qui s'est passé avant le 7 octobre 2023. C'est-à-dire, nous allons aborder très très peu ces derniers mois, cette dernière année. Je tenais à faire cette présentation avec une finalité en fait qui est très positive pour montrer en fait le travail qui avait été réalisé par une équipe de jeunes de Gaza entre 2017 et 2023. Il faut savoir que ce programme, en fait, il se fonde sur un programme beaucoup plus vaste qui avait été développé par l'École biblique et archéologique française de Jérusalem depuis 1995, et il se fonde en partie aussi sur une série de travaux archéologiques qui avaient été menés par Jean-Baptiste Imbert depuis 1995 jusqu'à 2012 sur le territoire de la bande de Gaza. Alors, ma présentation, en fait, va débuter sur un premier site sur lequel nous étions le 7 octobre au matin. Ensuite, je vous promènerai dans Gaza autour d'une découverte de sites de la période byzantine. On poursuivra sur un projet qui nous est cher, celui du monastère de Saint-Hilarion, et on terminera par une petite conclusion sur les actions de mes collègues depuis le 7 octobre. Alors je vais débuter au nord de la bande de Gaza, à Jabalia, sur un site qui se nomme Ard Moarbin. C'est une très grande nécropole, une nécropole qui est datée entre le 1er siècle et le 3e siècle après Jésus-Christ, donc une nécropole contemporaine de la période romaine. Là, à partir de début 2022, ont été mis au jour lors de l'établissement d'un programme immobilier, un très gros programme immobilier de logement, programme immobilier qui comportait également un centre commercial, une crèche et un centre commercial, une crèche et une école, ont été mis au jour donc cette nécropole, et là ont été découvertes 138 sépultures datée de la période romaine. Alors cette opération
qui a été monté grâce au soutien du British Council, a très vite pris la forme d'une opération d'intervention d'archéologie préventive. Il faut savoir que l'année 2023 a été archéologiquement, ou plutôt l'année 2022 a été archéologiquement très chargée. Le développement urbain de Gaza mettant au jour régulièrement de nouveaux sites. Il fallait absolument mettre en place en fait une procédure afin de sauver le maximum de ces sites pour permettre d'une part la construction, mais également de pouvoir sauver cette histoire qui était cette histoire de la cité de Gaza. Alors, pour arriver justement à mener toutes nos interventions, nous avons mis en place un certain nombre de formations, dont pour le cimetière romain, une formation à l'anthropologie qui a été menée par Tobias Hofstetter. C'est un jeune doctorant suisse en anthropologie légale qui a formé une partie de l'équipe à fouiller les tombes dans le cadre d'un programme dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle Intikal. Alors ce site en fait se développe sur plus de 3500 mètres carrés. De nombreuses tombes y ont été mises au jour, entre autres des tombes avec des couvertures dites en bâtière. Certaines de ces sépultures contenaient des sarcophages en plomb. D'autres étaient décorées de peintures. Ici, vous pouvez voir sur cette photo des couronnes de feuilles de laurier et guirlandes également de feuilles de laurier polychromes. Chaque tombe était accompagnée d'un important mobilier funéraire lié au rite pré- et post-enfouissement. On n'était pas sur une nécropole à incinération. Je vais détailler maintenant les sarcophages. Nous avons mis au jour 5 sarcophages sur le site. 2 ont été étudiés. L'un comportait des décors avec des dauphins et des coquilles de murex. Et sur les petits côtés, on peut le voir sur l'image qui est sur la droite, des mascarons et des cordons de perles et de pernettes. La tombe 58 a livré, elle, un autre sarcophage que nous avons déposé, étudié dans notre dépôt archéologique de Gaza, puis déposé au musée du Pacha, qui aujourd'hui a été détruit. Donc il faut dire que ce sarcophage aujourd'hui est sous les décombres de ce bâtiment détruit. Je passe maintenant à la deuxième partie de ma présentation. Je vous emmène à la découverte en fait du patrimoine archéologique byzantin dans la bande de Gaza. Alors la réputation de Gaza, bien sûr, dépasse les frontières de la cité. On retrouve en fait son nom et des représentations, entre autres par exemple à Umm el-Rassas, en Jordanie, dans une église du 8e siècle, nous avons en fait un médaillon qui représente Gaza. On a cette inscription et une représentation en fait de bâtiments de la ville. On a également une autre représentation, toujours en Jordanie, de Gaza, sur la carte dite de Madaba, qui est une représentation de la Terre Sainte, qui a été réalisée au courant de la première moitié du 5e siècle. On va se rapprocher. Il reste conservé le Z et le A, et en dessous, on peut avoir une image de ce que pouvait être cette ville au début du 6e siècle, pas du 5e, mais du 6e siècle, avec son cardo, son écumanus. On voit son marché, un théâtre, des bâtiments et certainement des églises. Ensuite, je me suis permis de réaliser une carte de la région à la période byzantine, avec les sites aujourd'hui connus. Chaque petit point jaune correspond à l'un de ces sites et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une densité importante de vestiges conservés dans cette région autour de Gaza. On va redébuter, on va remonter de nouveau dans le nord, à Jabalia.
Là, en 1995, le service archéologique palestinien a mis au jour en fait un petit ensemble ecclésiastique qui, à partir de 1996-97, a été exploité par le département d'archéologie de l'école biblique. Ce site présente une surface d'environ 500 à 550 mètres carrés de pavement polychrome, avec de nombreuses représentations. Ou par exemple sur ce pavement, on peut retrouver tout ce que l'on avait dans une cuisine à Gaza. Vous avez toutes les poteries et vous avez toutes les denrées alimentaires possibles et imaginables. Alors ce site, grâce au programme Intikal, alors financé par le British Council, a été mis en valeur à partir de 2019. Donc là, sur cette image, en fait, on a une vue de ce site en 2019. Là, au courant des travaux, et sur la droite, nous avons la restauration, en tout cas le bâtiment de protection de cet ensemble de pavements de mosaïque. En accompagnement en fait, de ces travaux de protection, on a mis en place un système de circulation, de déambulation, pour permettre en fait, au public de découvrir ces pavements sans les atteindre et sans qu'il y ait agression du fait du déplacement de ces visiteurs. Donc ces passerelles permettent la découverte de ces vestiges et donc permettent aussi de les comprendre. Maintenant, on va aller vers le centre historique de Gaza. Là, c'est une autre histoire qui se déroule en 2016. Place de Palestine, donc aux portes du centre historique de la ville de Gaza, des travaux liés à la construction d'un bâtiment commercial mettent au jour un certain nombre d'éléments architecturaux, eux aussi contemporains de la période byzantine. Malheureusement, les seuls artefacts et traces que l'on ait, ce sont les quelques cailloux que vous avez sur des beaux cailloux bien entendu, qui sont sur cette photo, cailloux qui avaient été déposés, éléments lapidaires qui avaient été déposés dans le jardin du musée du Pacha. Aucune observation archéologique n'y avait été menée. Donc c'est ce qui m'a aussi donné cette idée de pouvoir monter cette équipe pluridisciplinaire qui pouvait intervenir dans des cas d'urgence. Après, un programme un peu plus ancien, une fouille égyptienne du début des années 60, à proximité du port de Mayouma, la mise au jour en fait d'une synagogue, avec elle aussi de très beaux pavements polychromes. On va redescendre maintenant un peu plus vers le sud, à l'est, à Alborège. Là, le long d'un méandre du Wadi Razé, le Wadi Razé en fait est la seule rivière, ou plutôt le seul fleuve qui traverse Gaza et qui se jette dans la Méditerranée. Là, au courant du printemps 2022, un fermier a mis au jour, dans un premier temps, un petit morceau de pavement. Il avait l'intention, en fait, à l'origine de vendre ce pavement, et il ne l'a donc pas abîmé. Et très très vite, en fait, il l'a dégagé très soigneusement. Des bruits couraient dans Gaza, comme quoi un pavement a été découvert à Alborège. Nous avons été sollicités et nous avons réussi en fait à le sauver, en tout cas à l'étudier et à le pérenniser sur place. Il est vraiment très très beau. En fait, il présente les animaux que l'on pouvait, je pense, observer à proximité du Wadi Razé entre le 6e et le 8e siècle. Quelques panneaux présentent en fait des tables et des corbeilles chargées de fruits. Maintenant, on va se projeter à l'ouest, le long de la mer, à Der el-Bala, à proximité donc de Abu Baraké. Et là, à la fin des années 90, lors de
la mise en place en fait de la route littorale. Un pavement avait été mis au jour. Alors ce pavement a totalement été déposé, et pour ceux qui peut-être ont eu la chance d'aller voir cette exposition qui s'appelait Gaza Méditerranée, qui avait eu lieu en 2000 à l'Institut du monde arabe, puis au Musée d'art et d'histoire de Genève en 2006, cette mosaïque y avait été présentée. Cette mosaïque avait été déposée par Patrick Blanc et entièrement restaurée au laboratoire du musée d'Arles. On va redescendre encore un peu plus au sud, à Abassan el-Kébir. Et là, un autre ensemble, toujours de la même période, qui présente lui aussi de très beaux pavements. Là, en fait, c'est une petite chapelle avec un vestibule, mais richement et hautement décoré. On va terminer en fait ce parcours sur Saint-Hilarion. Saint-Hilarion dont tout le monde a entendu parler. Saint-Hilarion est au centre de la bande de Gaza, à 500 mètres de la mer, dans une zone faiblement densifiée. Je dirais qu'elle est semi-rurale. C'est un lieu qui se développe au milieu d'un vignoble, d'oliveraies, et puis de petites maisons de plaisance. Alors, pour resituer en fait le site très vite, quelques dates. Alors, entre 1992 et 1993, suite à la mise au jour d'éléments architecturaux lors de travaux d'aménagement urbain, des sondages archéologiques ont été menés par le service israélien des antiquités de Gaza. En 1995, à partir du moment où l'autorité nationale palestinienne était en place, une demande a été faite en lien avec l'école biblique et l'UNESCO afin d'évaluer un certain nombre de sites, et le site de Tel Omolammer, le site où se développe le monastère de Saint-Hilarion, a également été étudié, en tout cas évalué. Entre 1997 et 2001, le service des antiquités palestinien des antiquités de Gaza a mis en place un dégagement systématique de l'ensemble des vestiges. À partir de 2001, une évaluation a été sollicitée auprès du Consulat général de France, et son service de coopération s'est tourné vers l'école biblique pour mener en fait une opération. L'idée à l'époque déjà, était d'évaluer le site afin de mieux le transmettre au public. La question en fait, du ministère du Tourisme et des Antiquités de Palestine était: pourriez-vous nous aider à mettre en valeur ce site? Pour pouvoir le mettre en valeur, il fallait l'étudier, le comprendre. Donc c'est ce que nous avons mis en place entre 2001 et 2006. Entre 2006 et 2010, la politique locale nous interdisait en fait de nous rendre à Gaza. À partir de 2010, retour à Gaza, et mise en place d'un programme de consolidation d'urgence des vestiges. Pendant 4 ans, en fait, le site n'a pas été entretenu, était totalement abandonné. La végétation s'était fortement développée. Et il faut savoir, vous connaissez la région, que les pluies en hiver sont très violentes. Il faut savoir que la quasi-totalité de Gaza est posée sur une dune de sable. Et le monastère de Saint-Hilarion est en fait vraiment sur le haut d'une dune. Donc vous avez tous dû faire des châteaux de sable. Et lorsqu'on met de l'eau sur le tas de sable coule. Et donc, si vous posez un caillou sur votre tas de sable et vous y mettez de l'eau, votre caillou va glisser. Et donc là, le monastère, qui était le caillou, lui, glissait. Et donc, il fallait mettre en place un certain nombre de structures pour pouvoir éviter qu'il y ait ces chutes et ces destructions. Donc à partir de 2010 et jusqu'en 2015, on avait mis en place, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, le Consulat général de France et l'UNESCO, un certain nombre de programmes de consolidation des vestiges. En 2012, le site est inscrit sur la liste du World Monument Fund. La même année, inscription sur la liste indicative de l'UNESCO pour la Palestine. À partir de 2017, mise en place d'un programme de restauration et de mise en valeur soutenu par le British Council, la LIF, et à partir de 2022 par l'Agence française de développement. À la même période, développement de l'initiative Intikal,
Et depuis 2022, mise en place d'un programme de développement et de pérennisation financé par l'Agence française de développement. En décembre 2023, suite aux événements, l'UNESCO inscrit le site sur la liste des sites à protection renforcée. Et maintenant, découverte de Saint-Hilarion. Alors, Saint-Hilarion n'est pas en fait un lieu isolé. L'archéologie nous a montré depuis 20 ans qu'un certain nombre de vestiges s'y développaient à sa périphérie, et entre autres des structures agricoles, des complexes agricoles. Alors à la fin des années 90, début des années 2000, le service d'Antiquités de Gaza avait mis au jour une première villa agricole, une habitation centrée sur une cour carrée, à la périphérie de laquelle se développait toute une série de granges, d'étables, de lieux de stockage. En 2022, suite à un programme de construction d'une maison d'habitation, sont mis au jour d'autres vestiges. Et là, on est dans le même type de contexte. Et le programme, en fait, les vestiges que l'on met au jour, à notre grande surprise, en fait, sont ceux d'un lieu de production de vin. Il se partage entre un bâtiment d'habitation qui est situé à l'est. Voilà, on a une vue ici, l'équipe est en train de le fouiller. Et puis une série de cuves autour de laquelle nous avons trouvé des quantités de jarres dites de Gaza et qui sont réputées justement pour l'exportation de ce breuvage dans toute la Méditerranée. Dans la période tardive de ce petit site que nous avons mis au jour, en fait, nous avons ici, on le voit sur cette photo, vous avez des traces. En fait, nous avons les traces d'arrière de l'exploitation agricole, en fait, contemporaine, je le pense, par les artefacts qui ont été mis au jour de la fin de la période omeyyade, courant de la période abbasside. Donc, ce qui prouve en fait qu'on a une continuité d'utilisation autour de Saint-Hilarion. Ce sont des éléments qui confirment des observations que nous avions déjà menées par le passé sur Saint-Hilarion. Hein, on sait que par exemple que le bain de Saint-Hilarion est utilisé au moins jusqu'au courant du 8e siècle. Alors, les vestiges du monastère. Alors le monastère en fait se constitue de 3 pôles. Un pôle situé au sud, qui est l'ensemble ecclésiastique, dans lequel on a les églises, les baptistères, une chapelle, un atrium, plus tous les équipements nécessaires à la vie de la communauté. Donc les églises, superposées. Hein, à Saint-Hilarion, nous avons 3 églises superposées qui se développent sur 5 phases successives. La première est mise en œuvre à la fin du IVe siècle et la dernière perdure au moins jusqu'au courant du 7e siècle. À l'est de l'église, sous le chœur, se développait une crypte. Alors cette crypte, il faut savoir que c'est la plus importante, de par sa taille, de tout le monde méditerranéen. Donc elle a été développée, on le voit sur cette petite restitution, elle a été développée sous le chœur, juste ici, et le caveau reliquaire dans lequel étaient posés les restes d'Hilarion était juste ici au niveau du chevet, dans l'abside du chevet. Voilà, une petite idée de l'ambiance intérieure de cette crypte au 7e siècle. L'atrium, lui, se développe à l'ouest. Il couvre une surface d'environ 400 mètres carrés avec des galeries périphériques. Voilà, une petite restitution qui donne là encore une idée de ce que pouvait être ce lieu. Et maintenant, je vous invite à une
petite découverte. Elle se développait au nord, elle est beaucoup plus tardive, elle s'est aussi développée en deux phases. Et elle permettait d'accueillir les voyageurs et les pèlerins, entre autres les pèlerins qui se rendaient à Sainte-Catherine dans le Sinaï. Et entre ces deux pôles, un élément important, le puits. Ça s'acquiert donc sa traction animale qui permettait la rotation d'une noria qui pompait l'eau, et eau qui était stockée dans un bassin extérieur, et à partir de ce bassin, on avait un système de canalisation qui alimentait soit les bas. Il faut savoir que le puits est situé au point le plus haut du site, ce qui permettait, avec un dénivelé et une pente naturelle, un écoulement de l'eau, autant pour alimenter la fontaine de l'Atrium et les baptistères ou d'autres points de l'ensemble ecclésiastique que le bain. À Gaza, il n'y a pas de tradition de citerne, comme on peut en avoir à Jérusalem. Il y avait un aquifère, en fait, une nappe phréatique très importante. Donc on a de nombreux puits qui ont été creusés justement pour la récupération de cette eau. Les pavements, toujours sur Saint-Hilarion, 13 pavements de mosaïque qui ont été mis au jour. On a des pavements qui se superposent à d'autres. Par exemple, c'est le pavement du chœur de la deuxième église, le pavement de la salle du paradis, celle où on renonçait aux démons dans le circuit du baptême. Ici, le pavement de la nef sud de la grande église tardive. Il y a des éléments posés sur le stylomate et un autre petit pavement qui a été situé dans une chapelle annexe à l'église. Les baptistères. 4 baptistères ont été mis au jour sur le site. Alors, il ne faut pas tous les 4 en même temps, mais c'est la preuve en fait de cette continuité à tous les niveaux sur le site. Quelques traces en fait, voilà, de ces baptistères. Les mieux conservés sont les plus tardifs. Celui de droite est le plus tardif. Lorsqu'il fonctionnait, le baptistère numéro 3 a été recouvert par ce magnifique pavement en plus stylé qui a aujourd'hui en partie été pillé. Je reviens en fait à cette histoire proche. Entre 2006 et 2010, le lieu
est abandonné, et donc la végétation s'y est développée, et les fortes pluies ont mené un certain nombre d'actions destructrices sur les vestiges, et entre autres sur la crypte et le bas. Et en 2010, lorsqu'on peut de nouveau se rendre à Gaza, on s'aperçoit que les murs se sont effondrés, que les absides et les chœurs des églises avaient en partie glissé dans la crypte, qui s'est située en contrebas, que la végétation s'était développée dans le bain, que des parties du bas s'étaient effondrées, et que le chœur, ou plutôt que le pavement du chœur de l'église primitive, s'était effondré dans le cénotaphe d'Hilarion. Et donc à partir de 2010, on a mis en place un programme de consolidation d'urgence grâce au financement du Consulat général de France et du ministère des Affaires étrangères. Et on a travaillé en fait avec ce que l'on trouvait à ce moment-là à Gaza. Ce qui veut dire qu'on avait des moyens, mais pas des moyens qui nous permettaient de mener des travaux d'importance, mais qui nous permettaient de préserver justement ce site en attendant des financements plus conséquents qui allaient venir peut-être 10 ans ou 20 ans plus tard. Et donc on a pris l'option en fait d'utiliser ce qu'on trouvait à Gaza. Donc on a récupéré des sacs dans toutes les organisations humanitaires, des sacs de la farine, du riz, on les a remplis de sable, et on a constitué des parois, des murs. On a préservé le bain, on l'a quasiment entièrement recouvert. Et pour préserver ces sacs, on a mis en place en fait une petite charpente en bois qu'on a recouvert de tout. Il faut savoir que ces structures ont été démontées en 2019, lorsque le bain a été mis en valeur. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure dans la présentation générale, le site a été inscrit sur la liste du World Environment en 2012 et la même année sur la liste indicative de l'UNESCO pour la Palestine. À partir de 2017, en fait, il y a une rencontre qui se fait avec une ONG, la Première Urgence Internationale et l'école publique. À partir de là, avec le soutien du British Council, de la Fondation Alif et de l'Agence française de développement, naît une initiative qui s'appelle ITICAL. ITICAL en arabe veut dire transmission. Notre idée, en fait, c'était de former des jeunes diplômés en archéologie et en architecture, et de leur permettre, en fait, de devenir une force positive dans la société de Gaza, et de pouvoir aussi vivre de leur passion pour le patrimoine. On s'est appuyé en fait sur la résilience de cette jeunesse et on a mis en place un certain nombre d'axes qui ont permis justement de développer et de créer et de former cette équipe. Sur Saint-Hilarion, en fait, ça s'est concrétisé par la mise en place d'équipements, un bâtiment d'accueil, des déambulations qui permettaient d'accueillir du public, des animations culturelles, visite du site pour les enfants, animation autour de l'archéologie, et avec le concours de l'Institut français, concerts de musique classique et de musique pop et rock sur le site. Bien entendu, nous avons mis en place des formations avec le soutien du Louvre, de l'Institut national du patrimoine, mis en place des formations autour de la taille de la pierre, de la restauration de maçonnerie ancienne, restauration et études de pavement de mosaïque, restauration de ce pavement que vous avez vu tout à l'heure effondré. Là, c'est l'état en 2021, lorsque on l'a déposé. Il faut savoir qu'on a récupéré 280 pièces et on a réussi en fait à restituer ce pavement dans une des salles du bâtiment d'accueil. On l'a transformé en un atelier de restauration et de conservation grâce à Patrick Blanc. Normalement, ce pavement devait être mis en place ce printemps. Et puis, on est sur des sites archéologiques, il y a Saint-Hilarion, mais il y en avait d'autres qui apparaissaient, donc il fallait qu'on commence à mettre en place toute une programmation liée à l'étude scientifique qui aboutirait sur les publications. Donc il fallait aussi former l'équipe à l'étude du mobilier archéologique. Donc pendant un temps, par exemple pendant le premier confinement et le deuxième confinement, nous avions mis en place des formations à distance, au dessin,
Mais ces formations sont complétées aussi sur le terrain par un apprentissage à la restauration de la céramique et bien entendu la fouille archéologique. C'était important aussi que cette équipe soit formée pour pouvoir intervenir dans tout contexte à Gaza. Et quand je dis l'équipe, c'est une équipe mixte. C'était l'un des challenges de ce programme, c'était de constituer une équipe à 50% d'archéologues et d'architectes et à 50% de filles et de garçons. Et donc nous avons réussi. Aujourd'hui, nous avons formé environ 110 jeunes et l'équipe est constituée des 40 meilleurs que nous avons retenus pour pouvoir justement mener les différentes missions qui leur étaient dues. Alors, je continue dans les différentes formations, consolidation aux amphibains, photogrammétrie, avec le concours de l'INSA et de Maxime Santiago. Donc un travail énorme a été mené sur Saint-Hilarion et ce travail en fait a permis ensuite de pouvoir exploiter les sites que vous avez, par exemple le cimetière romain, la Borège, la villa agricole et d'autres sites également toujours situés sur Gaza. Alors, pour pouvoir concrétiser à un moment donné ces formations, au-delà de l'étude archéologique, il y a aussi toute la partie liée à la restauration. Alors, je vous ai présenté la restauration de pavements, de mosaïques, d'enduits. Et maintenant, je vais vous présenter l'exemple de la crypte. La crypte du monastère. Après, en gros, autour de 2008-2009, en fait, l'un des murs ouest de la crypte s'est effondré, entraînant 5 mètres carrés de pavement mosaïque qui était situé. Donc l'érosion s'est poursuivie. On a mis en place des murs de fortune avec des sacs de sable, mais il fallait pouvoir mettre en place un projet conséquent qui permettrait justement de pérenniser le site. Et c'est ici aussi le point de départ de tout ce programme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fallu tout mettre en place. Il n'existait pas une équipe à Gaza capable de mener cette mission à bien. Pour pouvoir commencer, il a fallu déjà ouvrir une carrière. Il faut savoir qu'à Gaza, il n'y a pas une tradition de pierre. Aujourd'hui, on a une tradition de béton. Pendant très longtemps, en fait, la tradition de Gaza, c'était les constructions en terre crue. Les maisons en terre crue. Les seules pierres qui étaient utilisées, c'était soit du calcaire d'Hébron pour les colonnes, les éléments prestigieux, les sols, ou bien une autre pierre, du grès marin, appelé aussi kourkar. En fait, c'est une pierre que l'on retrouve sur toute la côte, jusqu'au Liban. Et il fallait retrouver des carrières. Alors, les seules carrières qu'on a réussi à réouvrir, elles se situaient dans le nord de la bande de Gaza, à Beth Anoun. Et là, nous avons ouvert une carrière, nous avons exploité presque 200 tonnes de pierres que nous avons fait livrer sur le site. Ensuite, il a fallu les découper. Là encore, il n'y a pas une tradition de pierre à Gaza. Et le blocus, en fait, imposait et interdisait surtout l'importation de machines-outils pour découper cette pierre. Et donc, il a fallu fabriquer des outils. Et donc, avec des tôles, des ferrailleurs de Jabalia, on a réalisé des grands scies passe-partout. Avec le bois des oliviers de Zetoun, on a réalisé des massettes qui permettaient de taper sur des outils qui, eux, étaient fabriqués avec des éléments métalliques provenant des suspensions des camions. C'est un acier qui est très très dur. Donc on a mis en place une forge. On a réussi à trouver un artisan qui a développé une forge et qui nous a fabriqué ces outils justement pour la taille et la production de ces pierres. Donc là, vous voyez les équipes en train de découper ces pierres. Il faut savoir qu'ils ont découpé et réalisé avec ces outils plus de 4000 blocs.
qui ont permis la restauration, vous allez voir, de la crypte, et d'autres parties du monastère. Alors pour y arriver, je me suis associé en fait à un expert en la matière, Florent Perrier, qui est tailleur de pierre, qui est spécialisé en France et qui travaille sur les monuments historiques. Donc, il est venu à l'école, on a travaillé ensemble en 2018, pour pouvoir restituer justement la crypte et éviter des chutes. Je pense qu'ailleurs on aurait utilisé une autre technologie. Mais il a fallu qu'on prenne ce qu'on avait trouvé à Gaza, c'est-à-dire de la bonne volonté, de la force, un peu de matériel et beaucoup d'ingéniosité. Et donc, avec le savoir de Florent, on a mis en place un système qui nous a permis de restituer une des voûtes en plein cintre d'un des vestibules, le vestibule sud de la crypte, ce qui permettait en fait de contrebalancer les charges de la vue qui appuyaient et qui entraînaient en fait l'effondrement des éléments supérieurs. La reconstitution en fait, de cette voûte a juste été faite à cette fin. L'idée, c'était pas de restituer les volumétries de la crypte, c'était de pouvoir justement permettre le maintien du mouvement de la dune à l'identique de ce qu'avaient fait les constructeurs de la période byzantine. Donc pour pouvoir y arriver, pour pouvoir expliquer aussi à l'équipe, il faut savoir qu'en face de nous, on avait des jeunes qui n'avaient jamais fait ça. Ils n'avaient jamais touché un outil. Ils ne savaient pas ce qu'était la maçonnerie et la taille traditionnelle, donc il fallait tout apprendre. Ils n'avaient jamais fait de charpenterie. Et donc, pour qu'ils comprennent, on a réalisé des maquettes. Ensuite, avec Maxime Santiago, on a réalisé des restitutions en 3 dimensions pour comprendre, pour aussi quantifier les matériaux qu'il nous fallait. Puis ensuite, on a entrepris sur le site. Sous la conduite de Florent, on a mis en place des cintres. Les cintres ont été couverts. Puis là, vous voyez, on a une grande partie de l'équipe en train de charger cette voûte et de lui permettre en fait de résister. Alors bien entendu, on a développé le travail aussi de la taille de pierre. Il y avait certains éléments qu'il fallait travailler et tailler in situ. Vous pouvez les voir là. Et là, vous avez le résultat en fait de cette voûte restituée. Donc là, c'est un travail en fait qui a été réalisé en l'espace de 18 mois. 4000 blocs, en fait, non, pas 4000, c'est 450 blocs ont été nécessaires pour la restitution en fait, de cette voûte, y compris cette fenêtre et cet arc qui est ici. Et c'est ce qui a permis en fait, de stabiliser le site. Et aujourd'hui, dans le contexte en lequel on connaît, heureusement qu'on l'a fait. Sinon, une grande partie de la crypte se serait effondrée et aurait glissé. Une grande partie des églises se serait effondrée et aurait glissé dans la crypte. Voilà le résultat aujourd'hui à l'extérieur de ces éléments qui servent justement à éviter ces glissements et à les maintenir. Pour le bain, nous avons procédé d'une manière beaucoup plus simple. On était face à des vestiges très fragilisés par leur utilisation ancienne, le feu et l'eau. Donc, au préalable, on a mené quelques vérifications archéologiques. On allait construire un bâtiment, donc il fallait vérifier. Ça nous a permis de comprendre aussi comment s'est développé le lieu à certaines périodes. Et puis on l'a construit. On a construit en fait une toiture de protection. Alors une toiture de protection, comme vous pouvez le voir sur cette photo, qui est restée très transparente. Elle permet au vent de passer. Elle permet aussi au public d'accéder, mais il n'y a aucun contact entre le public et les vestiges. Et en procédant de la sorte, avec la mise en place de cette toiture, en fait, on a évité des restaurations et aujourd'hui, jusqu'au 7 octobre, en gros, 2 coups de balai dans l'année étaient nécessaires pour justement permettre à ces vestiges de pouvoir être présents. À la rigueur, sans coup de balai, ils résistaient, il n'y avait plus d'eau, plus de végétation, bien entendu. Et donc le lieu a été pérennisé. Et là encore, dans la situation actuelle, heureusement qu'on a mis en place ces structures parce qu'elles permettent aussi justement d'être pérennisées. Alors, bien entendu, quand on fait les restaurations, vous êtes un archéologue dans la partie, il fait des trous partout. L'idée, c'était de faire des petites vérifications aussi, utiles pour pouvoir comprendre et mettre en œuvre la bonne restauration des différents vestiges. Et
Et donc j'ai profité en fait justement de ces travaux pour mettre en place un chantier école qui s'est permis de former une équipe à l'archéologie d'urgence et préventive. Et ça nous a permis aussi de comprendre un petit peu mieux, on voit ici, vous voyez sur cette photo, on a un état des vestiges, et sur la photo d'après on s'aperçoit qu'on a une superposition d'événements qui ont permis de comprendre en fait comment le monastère s'est développé dans le temps. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on s'est aperçu que le monastère s'est développé en fonction du mouvement de la dune. C'est-à-dire que la dune, en plusieurs siècles, s'est déplacée. Et donc, au fur et à mesure de ce déplacement, on a eu l'utilité de construire une enceinte. Une enceinte de plus en plus large, justement, pour contenir le sable et éviter que le complexe du monastère ne se détériore et ne s'effondre. Voilà. Donc d'autres investigations ont également eu lieu dans le secteur de la chapelle, des baptistères, du bain, ici, en accompagnement justement de la mise en valeur. Ça nous a permis de mettre au jour un état qu'on ne connaissait pas du bain. Donc là aussi, l'importance pour la compréhension historique du lieu, mais également l'importance pour la préservation des vestiges. Il faut savoir qu'à l'origine, sur cette photo, une colonne d'un poteau en béton était prévue. Donc, au fond, on a pris l'initiative de faire ces vérifications archéologiques et on a déplacé de 5 mètres le poteau. Donc, les ingénieurs ont dû recalculer l'entièreté des structures. Voilà ce que ça peut donner, par exemple, dans le travail qui a été fait. C'est-à-dire que les structures ont à chaque fois été mises en place à l'endroit où il n'y avait pas risque d'atteindre la intégrité en fait, des vestiges et du site. Voilà. Alors, la dernière partie, pour rassurer monsieur le directeur, je vais être dans les temps. Dernier point, qu'est-ce qui s'est passé quelle était l'activité de l'équipe depuis le 7 octobre 2023? Alors déjà, un état des sites que vous avez dû voir. Le site de Montréal à Javalien. Alors, là, vous avez une façade qui criblait d'impact, une porte qui a été arrachée simplement par le souffle d'une explosion proche. Nos collègues d'Intical sont intervenus. Ils ont réussi à trouver un peu d'électricité. Ils ont récupéré du méthane qui traîne à Gaza. Et puis, ils ont soudé en fait des grilles pour éviter qu'il y ait une introduction à l'intérieur de ce bâtiment. Alors malheureusement, en juin, un bulldozer de l'armée israélienne a arraché toute une cloison ici qui préservait les vestiges. Par chance, en fait, l'intérieur des pavements de mosaïque n'a pas été atteint, et certainement des impacts, parce que la quasi-totalité de la périphérie des bâtiments, les bâtiments qui se développaient à la quasi-totalité de la périphérie ont été détruits. Donc évidemment, il y a des impacts à travers les clôtures. Mais on va dire qu'on a la construction de ce complexe a permis de pérenniser pour l'instant les vestiges. Malheureusement, le dépôt lapidaire qui se situe à l'extérieur, vous pouvez voir au niveau des ronds rouges, il a servi de... Voilà. Tout se retrouve sur un grand remblai, c'est-à-dire que les bulldozers n'ont pas fait la différence entre une colonne et des morceaux de béton, et tout a été stocké et endommagé. Le dépôt archéologique de l'école biblique archéologique française, vous devez vous rappeler, au début de cette année, grande frayeur. Donc sur cette vue aérienne, en fait, qui a été prise par un avion, je situe le bâtiment. On s'aperçoit que dans toute sa partie ouest, ça veut dire ici et ici, la totalité des bâtiments ont été détruits. Il faut savoir qu'ici, il y avait l'académie de police, et ici, il y avait toute une administration, en fait, du Hamas. Donc le bâtiment, par chance, est toujours en élévation. Et en janvier en fait, de cette année, une vidéo qui circule sur Internet. Très très vite, en fait, on arrive à capter cette vidéo. Vous voyez
aider à monsieur le consul général, justement, de cette intrusion, en fait. On a une vidéo qui présente 5 soldats de l'armée israélienne en train de fouiller, en fait, dans nos cartons, dans nos caisses. Et plus tard, je cherche encore sur les réseaux sociaux et je découvre ici, en fait, des fragments d'inscription que je connais très très bien parce qu'ils proviennent de Saint-Hilarion entre les mains de ces mêmes soldats. Donc il y a une intervention qui est mise en place et il est demandé, en fait à l'autorité en fait, israélienne de ne pas intervenir dans ce lieu et suivant la convention UNESCO de 1954 de préserver en fait les collections in situ, d'éviter leur pillage. Alors mes collègues le confirment. L'armée israélienne y est restée pendant quelques semaines et lorsqu'ils sont partis, il y a un certain nombre de cloisons extérieures qui se sont effondrées et donc là vous avez les tables à l'intérieur. On s'aperçoit qu'effectivement les collections sont encore là. Il y a un grand mélange, essentiellement lié d'une part à la volonté de découvrir une documentation qui aurait pu informer sur je ne sais quoi, et puis essentiellement lié aussi au bombardement en fait, qui ont ébranlé le bâtiment et son environnement proche. Une des cloisons qui s'était effondrée, et mes collègues de l'équipe médicale sont intervenus, et avec les parpaings qui étaient tombés dans la rue, en fait, on a réussi à restituer une partie de la cloison extérieure. Ils ont récupéré des planches qui n'avaient pas été pillées, des bâches qui étaient encore conservées à l'intérieur des dépôts. Ils ont réussi à reconstituer une petite cloison afin de limiter en fait la vue à l'intérieur du dépôt. Depuis juin, nous n'avons plus une seule information sur les lieux pour la simple raison que le lieu est totalement interdit. Voilà. Donc, en pleine intervention, l'équipe médicale. Sur le site du cimetière romain à Jabalia, le site en fait n'a pas été endommagé. Alors il a souffert bien entendu de la pluie, de la végétation qui s'est développée. Par contre, toute la base vie que nous avions mis en place, qui concernait des bureaux, des lieux de travail, des vestiaires, des sanitaires, ont totalement été détruits par les bulldozers de l'armée israélienne. Là encore, mes collègues sont intervenus, parce que dans les bureaux, on avait laissé une partie des artefacts immobiliers archéologiques dans les caisses, et mes collègues sont intervenus, et dans les carcasses, en fait, ils ont sorti une caisse après caisse, et ils sont allés les déposer à un autre endroit plus sûr, je l'espère. Et le monastère de Saint-Hilaire. Alors, le monastère de Saint-Hilaire, vous pouvez voir sur cette photo qu'à sa périphérie, a commencé à développer, c'est une photo qui date de juin dernier. On a ici un camp de réfugiés qui a commencé à se développer à sa périphérie. Par contre, à l'intérieur, ici, il n'y a rien passé. C'est-à-dire que la végétation s'est développée, les pluies ont érodé les sols et les différents vestiges. 5 familles s'y sont installées, et ils sont installés dans le bâtiment d'accueil et puis les lieux de stockage que nous avons mis en place sur le site. Personne n'intervient sur les vestiges, les gardiens sont proches et donc ils vont régulièrement visiter les lieux et expliquer justement à ces nouveaux habitants du site l'intérêt de ne pas y toucher. Par contre, aucun groupe de réfugiés ne rentre à l'intérieur de l'enceinte du site. Voilà. Ça, c'est une vue qui date de ce printemps. Et une petite nouvelle positive. Le 26 juillet dernier, le site du monastère de Saint-Hilarion a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité lors de la 46e session du patrimoine mondial qui a eu lieu à New Delhi. Donc là, c'était un grand moment. Nous avons réussi à inscrire ce site sur la liste de l'UNESCO. Et en ce moment, grâce au soutien de l'Agence française de développement, que je remercie, et au British Council, que je remercie également, l'équipe continue à faire des interventions. Il faut savoir que grâce à ce soutien,
soutien, nous avons réussi depuis le 7 octobre à maintenir l'entièreté des salaires de l'équipe. C'est pas moindre dans le contexte de Gaza. Quand 1 kilo de farine coûtait au printemps dernier 200 €, c'est pas rien en fait d'avoir un petit peu d'argent et ça permet d'avoir l'impression de toujours faire partie d'une équipe. Vous avez vu en fait que mes collègues portaient ces vestes, leurs pantalons, leurs équipements. Je ne sais pas d'où ils les ont sortis. En pleine guerre, en fait, ils ressortent en fait du matériel pour pouvoir être identifiés sur les différents sites. Et ces derniers temps, notre collègue Fadel Al-Otol, vous devez le connaître, c'est le célèbre archéologue de Gaza, continue à faire des interventions. Là, sur cette photo, il fait une intervention en fait, dans un petit musée privé à Khan Younis, à Al-Kahara, et il forme en fait cette équipe à reconsolider des artefacts, des poteries qui ont été détruites, à les conditionner pour qu'elles puissent être préservées dans du conflit, voire même à pouvoir les réenterrer et comment pouvoir les identifier après. Alors demain, que va-t-il se passer? Alors, grâce à l'Agence française de développement, nous avons la chance en fait d'avoir pu mettre en place un programme qui nous attend de 36 mois à partir du moment où un cessez-le-feu durable sera mis en place. Et donc nous allons pouvoir faire une évaluation des sites et des monuments. Nous allons pouvoir mettre en place une sécurisation de ces lieux. Il n'est pas question de reconstruire. Pour l'instant, on évalue, on quantifie, on sécurise. Et puis, quand on peut, on va un petit peu pérenniser et on va mettre en place du gardiennage, justement, pour qu'il n'y ait pas de destruction supplémentaire. Il faut savoir que lorsque le conflit va s'arrêter, tous ces réfugiés vont pouvoir se rendre à certains endroits. Ceux qui le pourront repartiront chez eux. Ils vont découvrir des maisons détruites et donc ils vont essayer de récupérer des pierres, du bois, des matériaux de construction, ce qui est totalement naturel, mais ce qui peut être très néfaste justement pour l'ensemble des différents sites. Donc l'idée aussi, c'est de notre côté, c'est de toujours accompagner justement ces installations pour éviter justement qu'il y ait ces différentes destructions suite justement à ce conflit. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette communication et donc à suivre. Vous êtes quelques minutes avant que les cloches viennent sonner. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Il y a 15 jours, une vidéo en fait, d'un collègue qui passait en voiture le long de Saint-Hilarion. C'est ce qui m'a permis de comprendre qu'il y avait effectivement toutes ces installations qu'on voit sur cette photo du NOSAT. Voilà, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont une quarantaine. Tous ne sont pas actifs, mais quand ils le peuvent, ils interviennent. Et donc c'est toujours de l'information qui remonte et c'est important aussi pour pouvoir comprendre l'évolution de la situation au niveau des différents sites. De rien. Merci. Je vais juste dire un mot, vous le savez, mais pour que tout le monde l'entende, d'abord pour dire notre admiration à tous devant ce travail qui a été accompli depuis de longues années. C'est très important parce que, vous l'avez dit, le patrimoine, c'est l'identité d'une terre. Et donc, ce que vous avez fait tout au long des années était important en soi. Et d'une certaine manière, il est d'autant plus important aujourd'hui et demain. Avec monsieur le directeur de l'école biblique, on a une expérience commune dans une zone qui a été totalement détruite, Mossoul, et où le patrimoine et la reconstruction du patrimoine a été une des fondations d'un relèvement. Et donc, peut-être à travers ce biais-là, qui est très important, on peut avoir un peu d'espoir, et je crois qu'on cherche tous un peu d'espoir dans la situation d'aujourd'hui. Et donc, je voulais simplement à nouveau exprimer toute notre admiration et dire que la France, notamment à travers l'AFD qui est là, elle sera présente, elle soutiendra,
Et au lendemain d'un cessez-le-feu, qu'on espère tous, il y a Saint-Hilarion, il y a les sites que vous avez évoqués, mais il y a une approche plus globale encore à avoir du patrimoine à Gaza qui sera nécessaire de porter. Et j'espère qu'on arrivera à ce moment-là. Et si on y arrive, je suis certain que la France sera là pour vous soutenir. Pardon de ne pas avoir posé une question. Merci. Je voulais rajouter juste un petit mot à ce que vous venez de dire. Pour moi, en fait, aujourd'hui, le monument le plus important de Gaza, c'est cette équipe. Et donc cette équipe, on doit absolument la soutenir, on doit la préserver parce que elle est l'avenir, en fait, du patrimoine et de l'histoire de Gaza. Et ils le savent. Ils le savent, on a travaillé pour et ils sont d'une extrême efficacité. Donc c'est génial et on a créé plusieurs réseaux WhatsApp et on échange régulièrement. J'ai de temps en temps une nouvelle d'un que je vais retrouver sur WhatsApp un mois plus tard, d'autres sont plus actifs, mais ils ont tous cette volonté de vouloir continuer une aventure qu'ils ont débutée pour la plupart en 2018. Et pour eux, c'est quelque chose de fantastique. Hein. Il faut savoir aussi que, justement, avec les fonds de l'Agence française de développement et avec le soutien de l'Institut français de Gaza, on avait mis en place pour les 15 meilleurs de l'équipe, en fait, des formations français. Il faut savoir qu'au mois de novembre dernier, ils devaient passer leur A2, ce qui leur permettait de continuer avec un B1, et lorsqu'ils avaient un B2, ça leur permettait en fait d'accéder à un cursus universitaire en France. C'était aussi l'objectif pour ces 15 jeunes. Alors on aurait gardé là encore les meilleurs. Hein. L'idée c'était le travail avant tout, ça veut dire par le travail arriver, et ça ils l'avaient compris, donc ils s'investissaient tous, et ceux qu'on a gardés, en fait ceux qu'on a sélectionnés pour le français, c'est ceux qui avaient compris justement tout cet intérêt, et par exemple en novembre dernier, on avait réussi à réserver un stand au Salon international du patrimoine, au Carrousel du Louvre, et donc on avait sélectionné les 5 meilleurs en fait du groupe de Français, et eux devaient venir représenter justement leur travail et présenter leur travail pendant tout un week-end en fait à Paris. Et donc il y avait un gros challenge, et donc ils étaient tous très investis dans ce projet. Et ceux qui n'avaient pas réussi à être sélectionnés disaient, est-ce que nous on pourrait l'année prochaine? Et donc ça les motivait. Et donc on a réussi à mettre en place un cercle vertueux qui leur permettait d'avancer, de se construire et de se sortir en fait de leur quotidien contraignant et oppressant. Hein, c'est ça aussi Intikal, c'est tout ce travail en fait qui permet en fait d'exister. Hein, d'exister, et à partir du moment où on existe, on pense et on a envie de construire. Merci beaucoup René, merci beaucoup Monsieur le Consul Général pour ces paroles. Effectivement, nous sommes ici à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, la plus vieille institution académique de Terre Sainte, et depuis tout ce temps, notre mission est de chercher et de transmettre. Comme tu l'as très justement dit, l'archéologie ce sont des pierres et c'est l'interaction entre les pierres et l'humanité. C'est un cycle qui se perpétue. Nous espérons pouvoir continuer à jouer ce rôle de passeur. Les conflits, malheureusement, ont marqué de façon régulière l'histoire de cette région. Mais un conflit, ça n'est qu'une étape. Et notre espoir, c'est de pouvoir, grâce à cet investissement au cours de toutes ces années, qui a commencé dans cette région avec les accords d'Oslo, au moment où la paix reviendra, pouvoir ressemer et recommencer avec de nouvelles générations à transmettre et à partager ce patrimoine commun. Merci à tous. Si vous souhaitez soutenir l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, qui ne vit pas que de subventions, mais vit essentiellement de dons, n'hésitez pas, vous avez une corbeille au fond et vous pouvez donner aussi avec un reçu fiscal sur Internet. Merci à tous et à toutes, et on se retrouve dans 15 jours, là, vraisemblablement, pour quelque chose lié à l'histoire de l'art.